sous un ciel d'azur provençal, où les cigales chantent et les pierres d'Avignon murmurent des siècles d'histoire, une voix s'élève, pure comme une source, puissante comme un orage, intemporelle comme les étoiles. Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, a captivé le monde pendant plus de 6 décennies avec des chansons qui tissent l'amour, la douleur et la résilience en une poésie universelle. À 78 ans, en 2025, elle partage sa vie entre un hôtel particulier élégant à Neuilly-sur-Seine, où le luxe discret rencontre l'élégance française, et une maison familiale modeste mais sacrée à Avignon, ancrée dans les souvenirs d'une enfance pauvre. Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, elle a bâti un empire musical et immobilier, tout en restant fidèle aux valeurs ouvrières de ses parents. Derrière les projecteurs, sa vie est un équilibre délicat entre discipline rigoureuse, foi profonde, et un jardin secret qu'elle protège avec une détermination farouche. En 2025, alors que ses mélodies résonnent sur X, dans les cafés de Paris, les salles de concert de Moscou, et les foyers du monde entier, nous plongeons dans l'univers captivant de Mireille Mathieu. Une femme qui a transformé la douleur d'une enfance difficile en art, la modestie d'une famille nombreuse en richesse, et la passion d'une voix en une légende qui transcende les frontières. Restez avec nous pour découvrir comment une fille d'Avignon a conquis le monde, payant le prix de la gloire tout en chérissant ses racines, et comment, à 78 ans, elle continue d'écrire son histoire avec grâce et authenticité. Nous sommes en 1946, à Avignon, dans une France encore marquée par les ombres de la Seconde Guerre mondiale. Les rues de la ville, bordées de platanes et de façades médiévales, sentent le pain frais des boulangeries et la lavande des marchés. Mais l'économie vacille, et les familles ouvrières luttent pour survivre dans un pays en reconstruction. Mireille Mathieu naît le 22 juillet, première des 14 enfants de Roger et Marcel Sophie Mathieu. Roger, tailleur de pierre, passe ses journées dans une carrière poussiéreuse, sculptant des tombes avec des mains calleuses, son dos courbé par l'effort. Marcel Sophie, une femme d'une force tranquille, orchestre un foyer débordant d'enfants, cousant des vêtements rapiécés, cuisinant des soupes de légumes sur un poêle à bois qui crachote dans leur logement social exigu, dans le quartier de la Croix des Oiseaux. Les murs sont fins, laissant passer les bruits des voisins, et les fenêtres gèlent l'hiver, obligeant les enfants à dormir à plusieurs par lit, blottis sous des couvertures usées. Les repas sont frugaux, pommes de terre bouillies, haricots secs, parfois un œuf partagé entre plusieurs. Les jouets sont rares, les chaussures souvent trouées, et les rêves semblent un luxe réservé à d'autres. Pourtant, dans ce foyer, l'amour et la musique tissent un refuge. Mireille, dès 4 ans, montre une sensibilité rare. Sa dyslexie, mal comprise à l'époque, la rend vulnérable à l'école. Les mots dansent sur la page, se mélangent, et les professeurs, impatients, la réprimandent pour son silence ou ses erreurs. « J'étais une étrangère dans ma classe », confiera-t-elle des années plus tard. Les camarades se moquent de sa timidité, de ses robes rapiécées, de son air rêveur, creusant une blessure qu'elle portera en silence. Mais la musique est sa lumière. Un vieux gramophone, cadeau d'un oncle, fait tourner des disques d'Édith Piaf, dont la voix rauque et vibrante raconte des histoires de chagrin et d'espoir. À 4 ans, Mireille, perchée sur une chaise bancale, imite la vie en rose, sa voix déjà claire, presque surnaturelle, faisant taire les conversations familiales. Les dimanches, la maison s'anime. Les frères et sœurs, cousins et voisins se réunissent autour d'une table en bois, chantant des airs provençaux ou des chansons italiennes héritées d'immigrés du quartier. Roger, le père, entonne des mélodies avec une voix grave, tandis que Marcel Sophie fredonne doucement, un bébé sur les genoux. Ces moments, pleins de rire et de chaleur malgré la pauvreté, plantent une graine dans le cœur de Mireille. « La musique était ma liberté, mon langage », dira-t-elle. À 10 ans, elle chante dans des fêtes de village, sa voix attirant les passants sur les places pavées d'Avignon, où l'odeur des olives et du thym flotte dans l'air. À 14 ans, elle quitte l'école sans diplôme, contrainte de travailler pour aider sa famille. Dans une usine de papier à Montfavet, les machines grondent, l'air est lourd de poussière, mais Mireille chante en pliant des feuilles, rêvant de scènes plus grandes. Après la fermeture de l'usine, elle devient animatrice jeunesse avec ses sœurs, organisant des jeux pour les enfants du quartier. Mais son cœur reste ailleurs, sur une scène imaginaire. À 16 ans, elle participe au concours annuel d'Avignon, un événement local où les talents s'affrontent sous les regards curieux des habitants. En 1962 et 1963, elle échoue, sa timidité et son manque d'expérience la trahissant. « J'avais peur, mais je revenais toujours », confiera-t-elle. En 1964, à 18 ans, elle remporte enfin le concours avec une reprise bouleversante de La vie en rose. Sa voix, un mélange de puissance et de fragilité, émeut le public. Le prix, un billet pour Paris et une audition pour Jeux de la chance, une émission télévisée nationale qui lance des carrières. À Paris, loin des platanes d'Avignon, Mireille, nerveuse, monte sur scène en 1965. Sa prestation, empreinte d'une émotion brute, captive le public et attire l'attention de Johnny Stark, un impresario légendaire connu pour son flair.
Elle a une voix qui peut briser les murs et toucher les étoiles, déclare-t-il. Sous son aile, Mireille bat la championne Georgette Lemaire et se produit à l'Olympia, le temple de la chanson française. La presse, fascinée, la surnomme la Piaf d'Avignon, un titre qu'elle accepte avec humilité, mais qu'elle veut dépasser. Je suis Mireille, insiste-t-elle, déterminée à forger son identité. Avec Stark, elle sculpte un style unique, une voix puissante, des textes romantiques, une présence élégante mais accessible. En 1966, son premier album, en direct de l'Olympia, marque son ascension fulgurante. Collaborant avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, elle crée un répertoire multilingue, chantant en français, allemand, espagnol, italien, russe, catalan et même japonais. Ses chansons, comme Mon credo et Une femme amoureuse, parlent d'amour universel, traversant les frontières. Ses tournées l'amènent à Las Vegas, où elle partage la scène avec Frank Sinatra et Dean Martin, impressionnée par sa voix et sa simplicité. Elle chante comme si chaque note était une prière, dira Sinatra. En Russie, dès les années 70, elle devient une icône, remplissant des stades à Moscou et Leningrad, où les foules scandent son nom sous la neige. En 1986, elle fait un concert historique en Chine, peu après l'ouverture du pays aux artistes occidentaux, chantant devant un public émerveillé par cette étrangère aux cheveux noirs et à la voix d'or. Ses 200 millions de disques vendus la placent parmi les artistes féminines les plus populaires de l'histoire, avec 10 disques d'or en France, 4 au Canada, et un disque rubis en 2005 pour 40 ans de carrière. Sa fortune, estimée à 100 millions de dollars en 2025, est le fruit d'une carrière prolifique et d'une gestion astucieuse. Ses redevances, tirées d'un catalogue de 1200 chansons, affluant via les radios, les plateformes de streaming comme Spotify, et les licences pour des films et publicités. Ses concerts, dans des salles prestigieuses comme l'Olympia ou des stades en Russie, ont généré des revenus colossaux. Ces sociétés, Abi Music et Abi Disc, contrôlent ses droits intellectuels, assurant un revenu passif durable dans une ère numérique où les ventes physiques déclinent. Après la mort de Johnny Stark en 1989, Mireille, échaudée par des collaborateurs peu scrupuleux, engage des experts financiers et juridiques pour protéger son patrimoine. Ses investissements immobiliers sont un pilier de sa richesse. À Neuilly-sur-Seine, son hôtel particulier est un joyau, parquet en chêne ciré, lustre en cristal scintillant, meubles en acajou sculpté, et un jardin aux roses, lavandes et citronniers s'entrelacent sous le soleil parisien. La salle à manger, peinte en rouge provençal, accueille des dîners familiaux autour d'une table en bois massif, avec une cheminée en pierre diffusant une chaleur douce. La cuisine, ornée de carreaux bleus méditerranéens, met l'appareil moderne et touches traditionnelles, comme une vieille cafetière en émail. La chambre principale, avec son papier peint floral crème et ses rideaux en soie, reflète son goût classique. Un petit cabanon dans le jardin abrite des outils pour son potager, où elle cultive des herbes provençales, un lien tangible avec ses racines. À Avignon, la maison familiale, près de la Croix des Oiseaux, est un sanctuaire. Modeste, avec des murs blanchis à la chaux, des volets bleus écaillés, et des photos de famille encadrées, elle est chargée de souvenirs. Les planchers craquent sous les pas, et l'odeur du pain cuit au four rappelle les dimanches d'enfance. Mireille y retourne régulièrement, accueillant ses frères, sœurs, neveux, et nièces pour des repas simples, ratatouille, daube provençale, vin rouge local. Après la mort de sa mère en 2006, elle a préservé cette maison comme un lieu de mémoire, confiant qu'elle y parle à Marcel Sophie dans des prières nocturnes. C'est comme si elle était encore là, dira-t-elle, les yeux brillants. Des rumeurs suggèrent qu'elle possède d'autres propriétés, des appartements à Paris ou des maisons en Provence, pour des revenus locatifs, mais sa discrétion légendaire garde ces détails secrets. L'immobilier, pour Mireille, est plus qu'un investissement. C'est une façon de construire un héritage tangible, comme son père taillait des pierres. Sa vie privée reste un mystère, un jardin secret, qu'elle protège avec soin. Célibataire, sans enfant, elle intrigue ses fans. Les rumeurs d'une romance avec Johnny Stark, son mentor, ont alimenté les tabloïds. Leur lien, intense et professionnel, était presque filial. Il était un second père, exigeant mais juste, confiera-t-elle au Monde en 2018. Stark, enterré dans le caveau familial des Mathieu à Avignon, reste une figure centrale de sa vie. D'autres rumeurs, comme une liaison orchestrée avec Jean-Pierre Foucault pour la presse, n'étaient que des stratagèmes de Stark pour booster sa carrière. Une fiançaille brève, dans les années 70, s'est terminée après une semaine. Il voulait que j'arrête de chanter, dira-t-elle. C'était impossible. Sa plus grande histoire d'amour, avoue-t-elle, est avec son public. Ils remplissent mon cœur, confie-t-elle en 2024 à un journaliste canadien, avant un concert à Québec. Sa routine quotidienne est un modèle de discipline. Réveil à 7 heures, petit déjeuner de tartines au miel et yaourt, exercices vocaux dans son salon, où un piano trône parmi des partitions et des lettres de fans. Elle nettoie elle-même sa maison, utilisant du vinaigre et du bicarbonate,
un écho à l'enfance. Mon métier est un sport, explique-t-elle, évitant l'alcool et dormant tôt pour préserver sa voix. Sa passion pour la Formule 1 surprend. Elle a vibré au Grand Prix de Manicourt, chanté pour Ferrari en italien pour Felipe Massa, en allemand pour Michael Schumacher. Je pense souvent à Michael, confie-t-elle après son accident. Sa collection de figurines de tortues, cadeau de fans du monde entier, symbolise sa longévité et sa sérénité. Elle ne conduit pas, sa dyslexie et un accident en 1968, une voiture plongeant dans un ravin, ayant nourri une peur durable. En avion, elle est nerveuse, buvant de l'eau et regardant les étoiles pour se calmer. En 2025, elle prépare ses 60 ans de carrière avec des concerts à l'Olympia, chantant sans prompteur. Je veux être libre, même de me tromper, insiste-t-elle. Sur X, ses fans partagent mon credo Émile Colombe, célébrant une icône intemporelle. Mireille Mathieu est un paradoxe, une star mondiale qui cuisine des soupes, une femme riche qui frotte ses sols, une légende qui prie sa mère disparue. Que pensez-vous de son mode de vie? Sa discipline, sa foi, ou sa passion pour la Formule 1 vous surprend-elle? Partagez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous pour d'autres récits de légende.